Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la Web TV Planète Science. Nous sommes en direct de La Roche-sur-Yon pour cette 4e journée de la Coupe de France de robotique. Et aujourd'hui, nous avons eu les phases finales qui se sont déroulées cet après-midi. C'était la dernière journée de la Coupe de France de robotique au Parc Expo des Oudéries. Mais l'événement n'est pas terminé car nous aurons les finales de Eurobot dès demain. Aujourd'hui, nous accueillons, comme chaque jour, de nouveaux invités. Je reçois notamment le président de l'association Planète Science, Jean-Pierre Ledet. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Je reçois à sa droite, enfin à ma droite également, Jawel. Bonsoir Thomas. Jawel, tu es bénévole Planète Science. Je suis bénévole Planète Science depuis à peu près un an. D'accord, bonsoir. Et donc, tu interviendras sur de la robotique. Nous verrons ça dans quelques instants. Tu nous prépares une petite surprise, je crois. À ma gauche, nous avons une équipe qui a fait pas mal de bruit sur scène, notamment au niveau du public, puisqu'elle a fini 2e. Nous avons Baptiste et Pierre-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Et il représente l'équipe Pierre Aigri, c'est ça Aigri Birds. Aigri Birds, excusez-moi. Et donc, les phases finales se sont terminées aujourd'hui et a priori, vous avez rencontré un petit succès. On y reviendra dans quelques instants. Et donc, pour ce soir, c'est la dernière soirée de la Web TV Planète Science pour le MAG. Et nous allons revenir sur les temps forts de la Coupe. Donc, nous verrons quelles ont été en nombre les plus grosses actions de ce concours. Nous recevrons également l'équipe qui a terminé première de ce concours, l'équipe RCVA dans quelques instants. Et enfin, nous parlerons de l'avenir de la Coupe de France de robotique. Mais à présent, revenons un petit peu sur l'association qui travaille très fort toute l'année en partenariat avec Orion, qui nous accueille dans ses locaux actuellement pour la Coupe de France de robotique. Je parle donc de l'association Planète Science qui est représentée par son président Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu es président depuis maintenant quelques années, je crois que ça fait... Oui, près de 20 ans. Près de 20 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même une très grosse structure. On a pu le voir tout au long de cet événement qui monopolise un grand nombre de bénévoles. Il y a presque 90 forces vives qui déambulent dans les couloirs toute la journée. Mais ça reste une association qui n'est pas active que sur la Coupe de France de robotique. On l'a vu sur 2-3 autres événements, je crois, ou même d'autres actions. Pourrais-tu m'en dire un peu plus ? Oui, absolument. Planète Science existe depuis plus de 50 ans, comme tu le sais, et a commencé ses activités plutôt dans le spatial. Donc l'une des grosses activités, c'est le lancement des fusées des jeunes au cours de l'été dans un événement qu'on appelle le C-Space, qui dure aussi une semaine, et pendant lequel entre 50 et 80 bénévoles viennent eux aussi apporter leur concours et permettre aux jeunes de lancer leurs fusées. Et puis, parmi les grands événements, en dehors de ce C-Space et de la Coupe de robotique, nous avons aussi les Nuits des Étoiles, par exemple, puisque l'association développe aussi des activités pour les jeunes en astronomie. Et ces Nuits des Étoiles, qui avaient été organisées en leur temps avec les télévisions, aujourd'hui permettent au grand public et à beaucoup de jeunes de venir au cours de l'été dans des observatoires pour pouvoir observer les étoiles filantes aux environs du 10-12 août, puisque c'est la période des Perséides à cette époque-là. D'accord. Oui, donc au final, ça touche, comme on l'avait vu déjà avec Jean-Marie il y a quelques jours, un panel très très large. Donc tu nous disais, ça faisait 20 ans que tu étais président de Planète Science, ou en tout cas présent dans Planète Science. Je suppose que ça fait aussi pas mal d'années que tu assistes à la Coupe de France de robotique. On a pu te remettre des prix cet après-midi. Oui, absolument.
Je crois que c'est la 20e, effectivement, la 20e Coupe de France à laquelle je participe. Je crois me souvenir que c'est la 26e, je ne sais plus bien si c'est la 26e ou 27e, puisqu'elle a commencé en 91 ou 92. Elle ne devait pas s'appeler Coupe de France la première année. Et c'est avec la ville de La Ferté-Bernard que nous avions développé ce partenariat. Et puis aussi avec un producteur de M6 que tout le monde connaît très bien, Maglesguy, et qui a... très connu pour ses lunettes, je crois. Très connu aussi pour ses lunettes, mais qui nous a permis les premières années de faire connaître cet événement. Et je peux dire qu'à partir pratiquement du début des années 2000, donc époque où j'ai commencé à suivre, j'ai assisté à toutes les coupes parce que c'est un événement assez extraordinaire qui réunit 1500 jeunes, aussi beaucoup de public, on l'a vu aujourd'hui. Ces jours, je crois qu'il y avait plus de 1000 personnes par jour comme public en dehors des équipes elles-mêmes qui étaient présentes. Et les grandes années, nous avons eu jusqu'à 200 équipes dans la Coupe de France. Bon, c'est la limite un petit peu de logistique, parce que réunir tous ces jeunes, pouvoir les loger, les nourrir, et puis que pendant 4 jours ils participent, c'est un peu la limite de la logistique que nous pouvons organiser, malgré nos 80 ou 90 bénévoles et tous les soutiens qu'on peut avoir à droite et à gauche. Mais en tout cas, cette année, nous avons encore près de 160 équipes qui étaient présentes, et une petite dizaine, je crois, qui s'étaient engagées en début de saison mais n'ont pas pu terminer leur robot. Ouais, on reviendra d'ailleurs sur ces chiffres avec Julien tout à l'heure, parce que c'est Monsieur Chiffre, hein, vous avez eu l'occasion de le suivre toute la journée sur les concours. Il anime tout le social manager sur la chaîne, et c'est à lui de vous poser vos questions, et notamment, il a toutes les réponses. Donc on le reverra tout à l'heure. Mais la coupe, revenons-y un petit peu, en 24e édition, je suppose qu'elle a quand même pas mal évolué en 24 ans. La première, c'était avec des sumo. Aujourd'hui, on va sur la Lune, on n'est plus du tout sur la même planète, hein, en effet. Et résultat, ça a évolué comment, cette coupe? Alors en fait, comme chaque année on a un thème différent, l'évolution de la coupe s'est faite plutôt d'une part par l'évolution des robots, d'autre part par l'évolution des participations et du règlement lui-même. Les thèmes allaient des châteaux forts à la vie sur la Lune, mais aussi le sport, ou bien, on l'a vu, la préhistoire, je crois, c'était l'année dernière, la préhistoire. Au début, les thèmes étaient assez visuels, et le règlement n'était pas extrêmement complexe. Il s'est, à une époque, au début des années 2000, un petit peu complexifié. D'une part, devant la qualité des équipes, il a fallu un petit peu renforcer le règlement et faire des règlements plus compliqués. Devant aussi l'arrivée de techniques et de moyens techniques nouveaux, des caméras, des positionneurs, un certain nombre de nouveautés, de pointeurs laser qu'on trouvait sur les robots, donc plein d'innovations technologiques qui ont permis de faire évoluer très vite la qualité des robots vers des robots semi-professionnels. Il y avait aussi le développement des robots secondaires qui a permis aussi d'améliorer et d'augmenter le nombre de tactiques que pouvait employer chaque équipe. Et donc ça a rendu la coupe un petit peu plus complexe, et sous la pression des premières années de robots, la partie européenne de la robotique, il y a eu une tentative pour aller vers des robots de plus en plus complexes. Et à partir des années 2007-2008, nous avons souhaité revenir à des robots plus simples, d'une part pour maintenir un niveau d'équipe important, entre 150 et 200, parce que il nous semble important qu'il y ait beaucoup de participants, d'écoles d'ingénieurs, d'IUT, de BTS, de gens de très bon niveau, mais aussi de la grande diversité de tout le milieu scientifique. Et ceci, d'ailleurs, un petit peu en opposition avec nos collègues européens qui, eux, auraient souhaité forcer un petit peu vers la complexité pour en faire des concours plus élitistes, entre guillemets. Et je crois que ça, c'est une innovation pour revenir vers des choses plus simples. Nous le disions tout à l'heure, cette année, le règlement était en apparence plus simple, même si les équipes confirment que c'était peut-être plus compliqué. En tout cas, il était beaucoup plus visuel et beaucoup plus facile à voir, parce que cette complexité que j'évoquais, c'était aussi associé à une plus grande complexité pour le public.
compréhension de qui a été le plus fort, parce qu'il y avait beaucoup de thèmes, beaucoup d'activités à mener, d'activités différentes, avec des pointages différents, donc il était très difficile pour le public de comprendre le règlement. Donc je crois que cette nécessité s'est avérée assez forte de simplifier le règlement pour que le public, et en particulier tous nos partenaires qui nous soutiennent, étaient en demande d'une simplification du règlement pour une plus grande compréhension par le grand public en temps réel. D'ailleurs, on l'a vu cet après-midi au cours des phases finales, la salle pouvait accueillir un grand nombre de personnes, on avait à peu près 1600 places assises, et il n'y en avait quasiment plus une de disponible, et ce n'était pas que des équipes qui étaient présentes. On a eu énormément de grands publics curieux qui ont déambulé dans les couloirs toute la journée, même toute la semaine, pour se renseigner et voir même comment participer à ce nouveau concours. Absolument. On nous a parlé, le spécialiste des chiffres te le dira, plus de 1000 personnes par jour de grand public en dehors des équipes. Et il faut savoir que les équipes et organisateurs représentent environ 1500 à 1800 personnes elles-mêmes. Donc ça veut dire près de 3000 personnes. Et tu pouvais t'en convaincre cet après-midi. En sortant de la salle qui était pleine, j'ai pu voir que les couloirs étaient pleins, les stands étaient aussi remplis et le coin des partenaires était absolument bondé par des gens qui continuaient à tester des petits robots. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais, j'ai eu un peu de mal à sortir de la salle aussi, tellement on se croyait à une sortie de concert un petit peu. D'ailleurs, on a eu un très très beau spectacle. On peut y revenir parce que la coupe, c'est certes un concours de robotique qui permet à des jeunes de pratiquer la robotique et de découvrir les techniques, mais c'est également une ambiance, une chaleur. On le voit en ce moment, hein, on sent l'été qui arrive, mais dans la salle, on essaye aussi d'expliquer simplement aux gens et puis de partir dans un univers. Vous avez peut-être vu l'introduction, on se croyait un peu partir sur la Lune. Oui, cette année, je crois que la scénographie était particulièrement réussie. Et alors le thème s'y prête un petit peu, la Lune avec ses lumières, avec le son aussi qui était excellent. Mais je crois que la scénographie était particulièrement réussie cette année et du coup ça a un petit peu embarqué le public vers ces choses dont tout le monde rêve évidemment, d'aller vers la Lune. Si jamais vous n'avez pas pu nous rejoindre cette année, je vous invite l'année prochaine à nous rejoindre à La Roche-sur-Yon pour profiter justement de cette ambiance parce que c'est assez exceptionnel. Alors, on a vu la coupe qui évolue, Planète Science également, 15 ans de présidence, c'est pas rien. Comment tu ressens ce poste, ça te fait quoi en fait Bien, 15 ans de présidence, j'ai l'impression que c'est une année ou 2 années parce que finalement on rentre à Planète Science par quelques amis, quelques personnes qu'on connaît. J'ai eu la chance de connaître Planète Science il y a très longtemps avec les activités spatiales. Et puis un jour, on m'a demandé de venir donner un coup de main. Et je crois que c'est à la Coupe et aussi Space, c'est les 2 événements qui m'ont le plus marqué. Quand on vient à la Coupe, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et il y a 20 ans que je vois des coupes, je crois que je n'ai jamais eu de déception en ce qui concerne l'ambiance, l'état d'esprit. Ça ramène à nos années d'étudiants, qu'on le veuille ou non, quel que soit l'âge qu'on a. Ouais, et l'ambiance, quelqu'un me le disait encore aujourd'hui, qui venait pour la première fois, m'a dit, mais on m'en avait parlé avant, mais je ne pouvais pas imaginer que c'était à ce point-là. Cette ambiance, cette convivialité, cette sympathie, cette gentillesse de tous les gens qui sont autour de ces... bon, les jeunes le savent mieux que nous, ils vivent 4 jours intensément, ils vivent 4 jours et 4 nuits, parce que je sais qu'ils vivent et travaillent la nuit tout autant que le jour, et c'est tant mieux, et c'est absolument réjouissant de voir cette jeunesse qui se fait plaisir, qui échange, qui de façon ludique fait des compétitions, mais de façon ludique et en échangeant leurs résultats, parfois leur matériel. Je sais qu'à certains moments, ils font des compétitions off, ceux qui sont éliminés, mais ils font une compétition off la nuit. Pourquoi se gêner, puisqu'on a sur place d'autres spécialistes et d'autres amis avec lesquels on peut partager. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'inoubliable à Planète Science. Et on ne peut pas ne pas aider ces jeunes. Je parle de ceux qui pratiquent, mais je parle aussi de tous ceux qui organisent. Tu évoquais 80 ou 90 bénévoles. Ouais. Il y en a presque autant sur le CISPES. Il y en a autant qui, tout au cours de l'année,
nous aide à faire des sciences aux jeunes, parce qu'il y a d'autres événements ou d'autres activités qui sont moins événements grand public, mais quand on va, par exemple, et ça c'est une évolution des 15 dernières années, dans les quartiers dits difficiles, essayer d'aller montrer aux jeunes que les sciences, c'est pas aussi compliqué que ça, pour peu qu'on s'y intéresse, pour peu qu'on ait envie d'en faire un petit peu, pour peu qu'on ait un petit soutien. Et des opérations comme Espace dans ma ville sont des opérations qui ont un grand succès dans les quartiers, qui ont permis parfois d'y développer l'activité d'un club, d'y développer aussi des activités scolaires grâce aux enseignants, aux animateurs qui se trouvent autour. Et c'est aussi un grand sujet de satisfaction de savoir qu'on peut à la fois faire des compétitions très élitistes comme le CISPES ou la Coupe de robotique, et en même temps essayer d'aider les jeunes à tous les niveaux et là où ils se trouvent, que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne ou dans des zones isolées où ils n'ont pas forcément accès aussi facile aux moyens de culture scientifique et technique. Bien sûr, oui, c'est vrai, on n'a pas forcément besoin d'être un cador en maths pour pouvoir comprendre les sciences. Il y a plein de manières de les évoquer. On arrive à l'expliquer à des enfants de 6 ans, de 7 ans. On en a eu sur les ateliers que d'ailleurs, Jawel, t'as animé, entre autres, avec d'autres bénévoles, je crois. On a animé, oui, sur le village, différents petits ateliers de découverte scientifique, découverte de la programmation, de l'astronomie, des fusées, avec notamment des fusées à eau, des petits robots à programmer et à faire évoluer sur un petit terrain, des petites animations d'astronomie pour la découverte, qui sont aussi prolongées le soir par des activités d'astronomie de nuit pour l'observation des étoiles. Ouais. Donc oui, on a accueilli et on a initié du très jeune public aux sciences, pour certains pour la première fois, et ils sont tous repartis d'ici avec le sourire, avec l'envie d'en savoir plus. Ouais. Au final, on s'aperçoit aussi qu'il y avait pas mal de succès là-dessus. Que j'ai voulu faire à un moment un petit atelier, malheureusement j'ai été pressé, je pouvais pas beaucoup attendre à cause de toute l'organisation de l'événement, mais il y avait du monde en permanence et les gens étaient heureux de découvrir des choses différentes de la robotique, de perfectionner aussi dans la robotique. On pouvait voir notamment l'énergie avec de l'environnement sur des vélos électriques. Il y avait effectivement aussi une activité vélo. Alors, vélo électrique, économiser le CO2 en fait. Donc vraiment le côté environnemental d'utiliser son vélo par rapport à un véhicule sous forme ludique avec un petit vélo et un compteur qui nous montre et un ballon qui nous montre très visuellement la quantité de CO2 économisée pour une balade à vélo plutôt que son équivalent en véhicule à essence. D'accord. Et donc en dehors de la coupe et donc du concours, tu es également bénévole et là tu étais sur l'animation, donc ce qu'expliquait Jean-Pierre, les autres activités de cette association, et notamment tu as eu l'occasion de présenter au grand public un petit robot qui s'appelle le Boombot. Exactement. On a présenté en fait une nouvelle version du Boombot qui est un petit robot éducatif qui existe déjà depuis quelques temps, qui a été initié en région et qui a été utilisé au cours des dernières années pour justement des animations d'initiation à la programmation et à la robotique. Ce petit robot, on l'a modernisé pour être paré pour les années à venir. On lui a ajouté de nouvelles fonctions, on a amélioré sa solidité et on a profité donc de l'événement et donc du village Planète Science pour le faire essayer directement à du jeune public, du moins jeune public, tout visiteur curieux de s'initier à la programmation, de s'initier à la robotique était le bienvenu sur le village pour venir essayer et apprendre les rudiments de la programmation. D'accord, donc en fait, les gens ne fabriquent pas forcément le robot de zéro, mais ça leur permet de découvrir des bases d'électronique, d'informatique et de mécanique peut-être. Exactement. Alors, le principe du robot est d'être livré en kit, donc ils vont avoir l'occasion d'assembler leur robot composant par composant, eux-mêmes avec le support de documentation ou éventuellement le support d'animateurs dans le cadre d'ateliers organisés. Donc
avoir cet aspect assemblage, avoir cet aspect découverte des composants, comprendre de quoi il est constitué. Et à l'issue de cet assemblage, ils vont pouvoir le programmer de manière à pouvoir lui faire parcourir un petit circuit comme un suiveur de ligne, lui faire éviter des obstacles, le faire réagir par des lumières présentes en façade, et le tout en n'ayant pas forcément la moindre expérience de la programmation. Ce qui est très différent de la coupe. Très différent. En fait, les problématiques ont l'air les mêmes. L'exercice a l'air d'être le même que pour les étudiants qui participent au concours. Vous devez changer, éviter des obstacles, absorber des objets. Et pourtant, on a vu, certains rencontrent des difficultés. C'est pas une tâche forcément très facile, mais là, c'est accessible à tous les âges. C'est accessible à tous les âges. Le plus jeune public qu'on ait pu avoir sur l'atelier ces derniers jours avait 4 ans et a réussi des actions surprenantes pour un enfant de cet âge. Le plus vieux était une personne, le père d'un de ses enfants qui, pareil, était très curieux de découvrir la programmation. C'était sa première expérience avec la robotique et l'art de la programmation. Alors, si je veux utiliser ce robot, comment ça se passe? Moi, si j'ai envie d'apprendre la robotique, je peux... Alors, il sera disponible prochainement. Actuellement, le travail de modernisation est en cours de finalisation. On fait en sorte d'avoir un package pédagogique complet pour la rentrée scolaire. À partir de ce moment-là, le robot pourra s'obtenir auprès des distributeurs. Les activités pédagogiques seront fournies ou disponibles sur le site de Planète Science. Et des ateliers pourront être organisés en plus grand nombre par Planète Science ou par des groupes, des animateurs autres autour de ce petit robot. D'accord. C'est vraiment intéressant. Ça a évolué, Jean-Pierre. Oui, absolument. D'ailleurs, ce robot que tu tiens à la main, en fait, il a été constitué, à part les cartes électroniques, qui sont des cartes Arduino, par des pièces fabriquées au Fab Lab, avec le Fab Lab étant donc un petit laboratoire de fabrication que nous avons à Planète Science, et qui, à partir de plans des pièces, a permis de fabriquer donc ces petites pièces en bois qui sont ensuite assemblées. C'est donc un kit complet qui est fourni à partir de pièces que nous fabriquons directement dans notre Fab Lab. D'accord. Donc, Planète Science, c'est aussi concevoir des machines, des robots, ce qui permet de mieux comprendre comment on organise des concours et les problématiques des étudiants. Et maintenant, il y a ce Fab Lab. Il se situe où ce Fab Lab? Il est à La Roche-sur-Yon? Alors non, il est à Ris-Orangis, en région parisienne, là où Planète Science a ses bureaux, et Planète Science nationale, parce on va en ouvrir dans quelques jours, un à Toulouse, à Ramonville exactement, donc dans la banlieue de Toulouse, et il sera il sera mis en œuvre par notre délégation Planète Science Occitanie. Mais le Planète Science, le Fab Lab, de Planète Science nationale, et donc à Ris-Orangis, et lui est opérationnel depuis maintenant 15 ou 16 mois. Et il permet de fabriquer un certain nombre de pièces en 3D avec des imprimantes 3D comme on peut voir sur les stands de la coupe, mais aussi grâce à une découpeuse laser et à d'autres matériels de fabriquer un certain nombre de petits équipements ou bien des maquettes tout simplement. Mais nous l'utilisons en complément de nos autres équipements pour pouvoir préparer du matériel pour animation. Le Boombot est donc directement un de ses enfants, entre guillemets. De même d'ailleurs que des imprimantes 3D que nous fabriquons et nous proposons en kit. Toujours dans le but pédagogique, avec l'imprimante 3D, nous allons pouvoir développer une animation pédagogique avec tout le matériel pédagogique qui va avec pour que des animateurs puissent aller dans une classe ou dans un groupe d'enfants, dans un centre de loisirs et pouvoir leur permettre
au bout de quelques après-midi de travail, peut-être un peu plus pour l'imprimante 3D, mettons une année scolaire par exemple dans une classe, et bien de sortir avec une imprimante 3D pour la classe. Ce qui permet, par exemple, ce qui leur permettra de développer eux-mêmes un certain nombre de petites applications de ces imprimantes 3D. D'accord. Non, au final, je pense que c'est des outils aussi qui vous intéressent. C'est typique, vous avez fabriqué votre robot jusqu'à présent. C'est le but du concours, c'est de créer son robot, le programmer, mais il a bien fallu le fabriquer. Et ça doit être des technologies que vous avez en accès, mais ou pas. Comment vous vous êtes débrouillé là-dessus? Alors, je vais plutôt répondre faisant partie du pôle mécanique de l'équipe. Globalement, donc, il y a toute une phase de conception, et après pour la réalisation, on a différents moyens à notre disposition, donc soit une imprimante 3D qu'on a achetée, enfin des choses comme ça. Et sinon, on marche aussi beaucoup via des sponsors, qu'on remercie d'ailleurs au passage, notamment pour tout ce qui est toll, etc. Donc voilà. D'accord. Mais vous avez accès vous-même à des imprimantes 3D? Absolument, oui. Mais c'est pas forcément le cas de toutes les C'est équipes. pas le cas de tout le On monde. a entendu parler d'une découpe laser. La découpe laser, ça permet de en fait découper des feuilles de métal. Donc ce genre de machine, c'est difficilement accessible. Le Fab Lab est une solution pour pouvoir produire des C'est paupières. vraiment une très bonne solution parce que ça permet de travailler des gens en commun et puis de travailler en équipe. Parce que ça permet d'échanger avec des gens qui ont déjà utilisé ce genre de machine et du coup de vraiment acquérir des compétences qu'on n'a pas a priori par nos diverses expériences passées. Donc ça, c'est vraiment génial dans les Fab Labs. D'accord, c'est assez intéressant. On reviendra sur votre expérience un petit peu plus tard. Je vais accueillir un nouvel invité, mais avant tout, je tenais à remercier Jean-Pierre pour son intervention sur le plateau de la Web TV. Merci et puis à bientôt, peut-être pour la prochaine édition. Joël, c'était vraiment très intéressant ce robot. Je pense qu'on va suivre ça de près et on vous donnera des informations sur une prochaine émission. En attendant, n'hésitez pas à suivre les informations du Boombot sur le site web de planetscience.org. Merci à vous d'être venus. Merci Thomas. Je vais accueillir Merci Thomas. Julien qui va nous présenter les brèves de ces 4 jours de compétition de la Coupe de France de robotique. Bonjour à tous. Bonsoir Julien. Ça va? Bien. Alors, ça a été relativement intense. Oui, ça a été intense. Ces derniers jours, vous avez pu suivre sur la Web TV. On a beaucoup commenté, on a beaucoup relayé d'informations sur les réseaux sociaux. Il s'est passé plein de choses. Et donc, on va essayer de revenir sur la coupe en chiffres. La coupe en chiffres. On va peut-être accueillir une équipe qui nous attend, qui est en backstage, puisque pour mon intervention, en fait, j'ai besoin d'accueillir l'équipe RCVA. Puisqu'ils sont arrivés, on a eu le premier du podium qui a pu nous consacrer un petit peu de temps. Je vous prie d'accueillir RCVA, l'équipe RCVA sur le plateau. Bienvenue à vous. Merci. Alors, la compétition de la Coupe de France de robotique s'est terminée il y a maintenant environ 1 heure et demie. Les résultats sont tout frais. Je tenais à vous féliciter pour votre victoire, mais également vous. Vous avez tous les deux fait de belles performances. Vous nous avez montré votre maîtrise de la robotique. On reviendra sur votre expérience. Julien, je te laisse la parole. Merci, toi. Alors, Coupe de France de robotique, édition 2017, c'est la 24e édition, il me semble, de Déjà. cette coupe, c'est énorme. Alors, on va revenir sur la coupe en chiffres. Tout d'abord, on va vous parler du nouveau code barre, c'est la buvette de la Coupe de France de robotique. Le code barre. Le code barre. Et oui, D'accord. et il y a même des stats sur le bar. Alors, cette année, on proposait des sandwichs. Ouais. On a écoulé plus de 1000 sandwichs depuis mercredi. Vous imaginez, tout fait à la main quand même. Donc, on remercie les bénévoles du bar. Ouais, qui ça avaient- doit faire une sacrée équipe. Ils Ça étaient fait- 50 derrière. Ah ouais, en ils étaient préparation. énormes. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On a écoulé 20 fûts de bière, ce qui correspond à environ 500 litres Ouais. de bière écoulée. Il ne reste plus qu'un fût d'ailleurs. D'accord. Et puis on a fait les courses en grand. Quand on fait les courses pour la Coupe de France de robotique, c'est pas des courses pour chez soi. On a par exemple une petite histoire, c'est qu'on a récolté une palette avec 400 bouteilles d'eau. Voilà. Donc Il faisait chaud, fallait boire un petit peu. il fallait quand même. s'hydrater, ouais, c'est ça. Et bien comme chaque année, il y a des bénévoles également
Il y a des bénévoles et ces bénévoles cette année, on a beaucoup entendu le chiffre, sont au nombre de 90. Ouais. 90 bénévoles qui ont de 16 à 68 ans. Voilà. Donc on peut commencer très jeune à être bénévole à la Coupe de France. En effet, et robotique. puis on peut finir très tard. Voilà, aussi. D'ailleurs, à 76 ans, je suppose qu'il a toujours pas fini. Ouais, non. Il y a du boulot demain. Et puis, vous savez, il y a des bénévoles qui sont anges gardiens. Alors, c'est ces petits bénévoles qui viennent chercher les équipes dans leur stand pour aller les amener sur le lieu du match. On a la distance moyenne parcourue par un ange gardien en un jour. Est-ce que vous avez une idée, RCVA et Angry Birds? 5 km. Ouais, je dirais 5 km, plus, moins Je vois 17-8 moi. Ouais. 7-8. Ah, vous êtes un peu à côté de la plaque, hein. Ouais, plus, beaucoup plus. 20 km Ouais, par jour. non. Il faut un semi-marathon. Pour certains, on a récolté, j'ai essayé de faire les stats de manière un peu équilibrée et j'ai demandé à 3 anges gardiens qui avaient des podomètres ou des montres qui permettaient de compter les pas. Et ils m'ont dit en moyenne on fait 20 km par jour, donc c'est énorme. Ils ont intérêt à avoir de bonnes chaussures. Hein. Ouais. Alors on continue avec le pôle communication, puisqu'on est à la Web TV, autant en parler. Hein. Le pôle communication a publié depuis mercredi 26 articles sur le site coupe-de-robotique.fr. Donc depuis mercredi, depuis le début de la coupe, 26 articles. Alors si vous n'avez pas connaissance des articles, on vous invite à consulter le site coupe-de-robotique.fr. Tout à fait. Également aussi, on a beaucoup tweeté. Hein. On a eu des tweets qui ont été lus par plus de 105 000 personnes. 105 000 personnes. 105 000 affichages de tweets depuis mercredi. D'accord. Donc, Mais on était 1500 ici. Hein. Ouais. Non mais D'accord. sur les réseaux sociaux, ça commence à porter et à envoyer. Donc 105 000 personnes qui ont vu sur Internet et qui se sont vues afficher les tweets. Impressionnant. Oui. Sur le site web, encore, on continue. Depuis 30 jours, on a eu 6 000 affichages de pages, 3 600 visiteurs uniques et 51 000 pages vues en tout. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est de nombres. À chaque fois qu'on ouvre une page, ça compte dans les pages vues. Donc ça commence à faire. On a une audience cumulée sur la Web TV de environ 1500 personnes depuis mercredi, à raison d'environ 150 viewers par jour. Et on a à peu près compté, on a fait 30 heures de live depuis mercredi. Donc, Ouais. On a beaucoup envoyé. pu commenter tous les matchs. Je tenais à remercier notamment Thibaut qui était quasiment sur tous les matchs. Avec les commentateurs et les présentateurs de la scène, Ouais. ils ont fait un travail remarquable. c'est sûr. Ils ont pu expliquer au grand public comment ça se passait et c'est pas rien. 30 heures, plus de 30 heures de direct. Que l'on a diffusé. Mais si on répartit ça sur l'ensemble des personnes qui ont vu le stream, ça fait 128 000 minutes de visionner en tout, si on cumule toutes les personnes qui ont vu le stream, avec 8700 affichages uniques de la page de la Web TV. Donc voilà, depuis mercredi, on a quand même touché une grande audience. Et on va terminer sur cette partie statistique avec un petit quiz. J'ai profité que les équipes soient là pour leur poser des petites questions pour savoir s'ils avaient réalisé des statistiques sur leur match. Alors, on est parti. Bon, question facile, on va commencer par super simple. Angry Birds, le stand. 115. Bonne réponse. Bon, c'est facile ça. RCVA, le stand. 64. Bien vu. Alors maintenant, Angry Birds, est-ce que vous savez combien de minerais, sur tous les matchs, vous avez déposé dans la zone départ? Un seul, et c'est pas nous qui l'avons déposé. Ah, pas mal, hein. RCVA, Messieurs. est-ce que vous avez une idée? Alors, si vous avez une estimation, peut-être sinon, une idée du nombre de minerais dans la zone départ. En cumulé ou en moyenne? En cumulé sur tous les matchs. Si on fait la somme. En cumulé sur tous les matchs si on fait la somme. Allez, à la louche. À la louche, allez, j'irai une quarantaine. Max. Très bien, 35. 35. On est près du but. Hein. Angry Birds, minerais dans la soute. 0. Ils sont calés, C'est plus facile. hein. Facile, C'est plus facile quand Ils on n'ont a pas l'air pas. d'avoir marqué beaucoup de points jusqu'à présent. Pas avec les minerais. Ça arrive. Les minerais dans la soute RCVA, une idée? 40, 60. Je dirais une soixantaine. 99. Ah, Plus merde. qu'un, ça faisait 100. Ouais. Allez, on termine cette intervention avec le nombre de modules lunaires dans un support. Angry Birds, est-ce que vous avez une idée du nombre de modules lunaires? Alors, certains que c'était votre stratégie, hein, faut Oui. pas se le cacher. Une cinquantaine peut-être. Je sais pas. C'est ça, très bien. Ouais, 46 modules lunaires. Ok, bien joué. RCVA, aussi, c'était une partie de votre stratégie. On a vraiment pas fait de stats, donc c'est un peu compliqué, c'est vraiment Ouais, à la c'est louche. difficile à estimer. Bon, allez, je ouais, vais ça finir compte. par vous. On va arrêter le quiz et puis je vais vous les dévoiler en temps réel. Hein, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. 79 modules lunaires dans un support. Les Funny Action, Angry Birds, vous avez fait 9 Funny Action. RCVA, vous en avez fait 10. Et les pénalités, Angry Birds 0, RCVA 20. Bon, voilà, hein, c'est pas
C'est pas très grave, voilà. Mais écoutez, en tout cas, bien joué aux deux équipes. Ouais. Parce qu'on a vu beaucoup de mouvements sur la table. Ça n'a pas arrêté. Ouais. Ça n'arrêtait pas. Les robots, je sais pas, heureusement qu'ils se fatiguent moins que nous. Mais a priori, c'est pas forcément toujours le cas. Il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des choses. Mais ça a été très très actif sur les tables. En phase finale, c'était compliqué à commenter parce qu'on n'arrivait pas à suivre le rythme. Donc voilà. Et donc bravo aux deux équipes en tout cas. Merci. Bravo pour votre accès aux phases finales. Merci à toi Julien Mais de pour rien. toutes ces précisions. Je pense que les gens se rendent un petit peu plus compte des mouvements qu'il y a sur cet événement. Ça marche, merci beaucoup. À On se bientôt. retrouve sur les réseaux sociaux. Salut. Et on revient à nos invités, RCVA, Angry Birds, bravo. Je pense que c'est pas fini pour vous. Aujourd'hui, vous avez fini la Coupe de France de robotique et vous êtes sur le podium respectivement pour Angry Birds à la seconde place et pour RCVA à la première. Et par conséquent, vous êtes qualifié automatiquement pour Eurobot. Alors, c'est la suite de ce concours, c'est ce qu'on pourra retrouver demain sur la Web TV Planète Science et encore au niveau du Parc des Oudéries pour les matchs de qualification. Et l'après-midi, on vous réserve à nouveau un spectacle pour les phases finales de Eurobot. Alors Eurobot, c'est l'accueil d'équipes d'un peu partout dans le monde, principalement européennes, mais on a aussi d'autres pays. Mais avant, il faut se qualifier dans son pays. C'est ce que vous venez de faire, en fait. Mais comment déjà avoir l'idée, avant de se qualifier, de travailler sur un robot comme ça parce que ça demande pas mal de connaissances. On a pu le voir sur la présentation d'avant. Je vais donner la parole à RCVA. Vous êtes arrivé comment dans l'aventure de la Coupe de France de robotique ? Je pense qu'on est tous tombés dedans de par notre IUT. En fait, pour présenter un peu l'association, RCVA, c'est une association en fait. On vient tous en fait de l'université Paris-Ouest et en tant qu'étudiants, on a tous été amenés, on a connu. Dans le cadre de vos études, en fait, parce que RCVA, c'est pas la première participation. C'est ça en fait. Il y a déjà une tradition qui est que vous participez et tous les ans, il y a des nouveaux étudiants qui participent au niveau de l'IUT, c'est ça ? Et vous désiriez faire des études en électronique. Donc en fait, on est dans un IUT où on est dans le pôle GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Et en fait, dans notre IUT, il y a un club de robotique qui existe depuis bientôt une vingtaine d'années, qui a été initié par Jacques Coulon, notre professeur. Et donc c'est un peu chaque année, il y a ce club de robotique qui est présenté aux étudiants, et chaque année, les étudiants les plus motivés qui ont vraiment envie de se lancer dans la robotique, de toucher un peu à la robotique, s'inscrivent pour ce club et après vont s'éclater tous les soirs au club de robotique. Ouais, tous les soirs, parce qu'on parlait de motivation, mais il y a un gros investissement, je pense que c'est pareil pour vous. Oui. On a vu vos machines, on a vu vos robots. Au niveau finition, c'est déjà très intéressant, mais une machine, ça bouge dans tous les sens. Je pense que ça demande quand même quelques heures de travail et je pense que je suis loin du compte. Quelques centaines d'heures, voire milliers d'heures. En cumulé sur l'année pour l'équipe, c'est plusieurs milliers. Est-ce que vous travaillez dès septembre ? Même avant, en fait, étant donné qu'on participe d'année en année, on a le règlement fin septembre, donc à partir d'octobre, on peut travailler sur le règlement spécifique. Mais tous les ans, on sait qu'on va devoir faire un robot qui se déplace, qui évite des adversaires, qui doit, contourner des obstacles. Et toute cette partie-là, on peut très bien la travailler l'été, puisque quel que soit le règlement, on aura besoin de ces éléments-là. Parce que c'est pas votre première participation en fait. Non. En tant qu'Angry Birds, c'est notre troisième participation. Et avant, en fait, on avait découvert la Coupe de France via notre école Super Héros. Donc pareil, comme pour RCVA, il y avait un club de robotique dans l'école. Ça nous a plu, ça nous a donné envie et on a fait notre première coupe et on peut plus s'arrêter. Et vous continuez d'apprendre, j'imagine, tous les jours. C'est ça. Tous les jours. Vous expérimentez de nouvelles choses. Oui. Tandis que vous, chez RCVA, vous êtes en études actuellement à l'IUT de Ville d'Avray. Tout à fait. Et c'est votre première participation cette année ? Alors pour moi c'est la deuxième, mais généralement ce sont des étudiants de deuxième année en génie électrique, informatique et industrielle, c'est-à-dire que l'année d'après, la plupart vont en école d'ingénieur ou vont faire des licences, se partent un peu. Mais voilà, on a quelques anciens élèves qui reviennent, comme Guilain qui est revenu
cette année pour donner un coup de main, transmettre un peu les différentes notions qu'on a étudiées, qu'il y a à étudier et à connaître pour faire la robotique. Et donc moi j'ai participé aussi l'année dernière justement à la Coupe de France et à Eurobot. Et donc voilà, moi aussi j'ai pu donner un certain nombre des merveilleuses connaissances qu'on a appris justement aux nouveaux de l'équipe. D'accord. Donc, au final, comment vous travaillez après? Parce que c'est bien, on passe beaucoup d'heures, mais vous passez pas forcément des heures à boire des coca ou à faire la fête entre vous. Il faut se concentrer. Dans votre équipe, vous êtes combien? On est 8 dans l'équipe. On est à peu près tous à Toulouse, donc ça simplifie quand même pas mal les choses pour l'organisation. En pratique, on essaye de se voir au moins une fois par semaine, parfois plus, mais après, tous les gens dans l'équipe travaillent pas forcément au même moment. Typiquement, toute la partie conception mécanique est relativement tôt dans l'année, et par contre, les codeurs, les vrais codeurs, ont souvent beaucoup plus de travail, entre autres la nuit à la coupe. Donc voilà, on travaille pas tous exactement en même temps au cours de l'année. Il y a encore des choses qui se font à la dernière minute. Entre autres. La dernière seconde même parfois. À la dernière seconde. À la dernière seconde, c'est pas faux parce que je t'ai vu tout à l'heure entre deux matchs avec ton ordinateur. Tout à fait. Et donc même sur le plateau, vous faites des modifications sur votre robot. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris un avertissement parce que notre petit robot était allé un peu trop au contact sur le robot adverse. Et donc on a désactivé une tâche qui était à faire là-bas pour être sûr qu'il n'y ait aucun contact avec le robot adverse. Bon, après, il se trouve que c'est malheureusement une autre configuration qui s'est produite. Sachant qu'en plus, faire des modifications comme ça en dernière minute, c'est une prise de risque. On a vu des gens qui faisaient des modifications sur leur carte électronique et qui avaient l'alarme à l'œil 10 minutes plus tard parce qu'il y avait un composant qui dysfonctionnait. Aller sur le plateau de jeu en pleine phase finale, injecter une ligne de code, j'imagine qu'on peut avoir une petite goutte de sueur. Tout à fait, mais après on a simplifié au maximum les paramétrages des différents matchs. Donc après, voilà, c'était une seule ligne qui a été modifiée pour permettre ça. C'est-à-dire qu'on a toutes les configurations pour les différentes actions et j'ai juste désactivé l'action de la dépose dans cette base latérale. En tout cas, c'est intéressant à connaître comme type de modification parce qu'on n'imagine pas la complexité de ces machines. Vous dites que vous êtes 8 dans votre équipe. Chez RCVA, vous êtes... Cette année, on est 12 plus un encadrant, donc Gargamel. Ça fait de très très grosses équipes d'étudiants parce que 12 personnes travailler sur la même machine qui est à peu près grosse comme ça. Rappelons-le, pour la plus importante, celle qui travaille à côté, il y avait 2 robots par équipe cette année sur la table. C'était pas une obligation, le minimum était de faire un seul robot, mais les plus ambitieuses ou celles qui avaient le plus de ressources humaines et techniques se permettaient d'en faire 2. Résultat, il faut concentrer tout ça à l'intérieur. Je suppose que donc vous répartissez la tâche. Oui, alors déjà on se répartit la tâche puisque des personnes sont spécialisées dans la mécanique, l'électronique, l'asservissement, la localisation du robot ou la stratégie. Et nous par exemple cette année, pour justement ne pas avoir ce problème de plein de personnes qui travaillent sur un espace comme vous dites très réduit, on a aussi mis une personne sur la réalisation d'un simulateur, donc qui permet de lancer toute la partie logicielle du robot comme si c'était sur le vrai, mais sur un ordinateur. Étant donné qu'on a tous un ordinateur, on pouvait tous travailler sur le même robot en même temps sans se gêner. Et ça, c'était bien pratique. Donc en fait, vous voyez le robot en 3D sur l'écran ? Exactement. Prendre les modules, il y a tout un système physique dessous qui gère la gravité, les frottements, etc. Donc c'est pas parfait, mais le petit robot typiquement de cette année, il a roulé vraiment il y a une semaine à peu près. Ses premiers tours de roue ont été dimanche dernier. Mais vu que beaucoup de choses avaient déjà été débuggées via le simulateur, il a resté au final plus qu'à faire quelques petits calages par-ci par-là. Mais le gros du travail de débugage avait déjà été fait en amont. Donc ça permet de bien paralléliser le travail. Donc ça c'est super. 7 jours avant le début de la coupe, le petit robot il tournait pas. Absolument. Et en fait, vous avez quasiment tout mis au point virtuellement. Avant, c'est ces derniers jours. C'est ça. C'est assez impressionnant. Et vous travaillez de la même manière ? Non, pas exactement. Nous, on commence à faire nos robots bien plus tôt. Et en fait, on fait tourner nos robots. Les premiers tours de robot sont plutôt vers janvier-février. C'est quasiment une façon de faire qui est l'inverse de ce que vous faites. Ouais. Parce qu'on a plutôt aimerait faire comme prototyper en manuel.
Ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve sur le même niveau au niveau de la compétition. Vous vous êtes confrontés, vous abordez pas le sujet de la même manière. Et en même temps, je suppose que vous voyez des similitudes dans vos méthodes de... Enfin, pas la méthode de travail, mais le sujet de travail. Tout à fait. Ça permet de remarquer que ces deux méthodes sont viables, sont intéressantes. Après, voilà, c'est le compromis des deux méthodes. Je pense que voilà, c'est pouvoir réussir à faire un simulateur. C'est des choses que nous, sur lesquelles on travaille, mais on n'arrive pas encore à avoir quelque chose de suffisamment fiable pour au final abandonner l'idée de faire un robot dès le départ. Et voilà. Donc pour l'instant, on reste vraiment à essayer de dès le départ concevoir le robot pour pouvoir faire des tests le plus rapidement possible sur le physique en fait. D'accord. D'ailleurs, on est en train de revoir en ce moment à l'écran les images du match de nos deux équipes sur le plateau, Angry Birds et RCVA. On s'aperçoit que les robots sont très très nerveux, sont capables d'avoir des accélérations que je pense un homme ne pourrait pas avoir à la même échelle. Il y a tout plein de balles sur la table. On a un petit peu de mal. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Alors là, notre robot était en train de déposer le module lunaire qui était sur le côté. Maintenant, il aspire les balles et après, il va tirer les balles directement dans la soute de la navette. Ouais, donc les machines peuvent rouler, aspirer des balles. C'est une première solution. Vous faisiez exactement la même chose chez Angry Birds ? Alors nous, d'un point de vue stratégique, en début d'année, on a décidé de ne pas du tout traiter les balles parce qu'on trouvait que c'était une action compliquée et assez peu rentable en points. Donc c'est un débat qu'on a eu en interne. Du coup, on a décidé de se concentrer vraiment sur les modules, même si, objectivement, avoir une turbine dans le robot pour faire du bruit, ça nous tentait pas mal. Oui, parce que cette année, sur la Coupe de France de robotique, comme tous les ans, le règlement est renouvelé et comporte plusieurs types d'éléments. On avait des balles, on avait également des cylindres, donc c'était des cylindres creux, il fallait construire le village autour du moyeu central de la table, mais chaque action apporte un nombre de points différents en fonction de sa complexité, du nombre d'éléments qui sont présents sur la table, et les équipes cherchent quel est l'élément et l'interaction de la machine le plus intéressante pour aussi simplifier, parce que si on attaque tout en même temps, on n'est pas certain de pouvoir avoir une machine fonctionnelle. Des fois, il vaut mieux savoir rouler et attraper une chose plutôt que de se dire on va tout faire et au final on n'a rien parce que c'est trop complexe. Vous avez déjà connu ça ? Absolument. Notre première année, on a fait exactement cette erreur, on peut le dire, et on a fini 123e, donc il y a 2 ans. Donc voilà, on essaye d'apprendre nos erreurs typiquement. On avait essayé de faire toutes les actions de la table et au final notre robot roulait pas vraiment bien. Donc au final on n'a pu à peu près rien faire. D'accord. Donc on s'aperçoit qu'avec une participation, on apprend. On peut faire un très bon score, mais en même temps on apprend beaucoup de choses. On fait plusieurs éditions, on continue d'apprendre. Vous, l'année prochaine, tu es en 2e année d'IUT. Donc normalement c'est la fin puisque c'est un bac+2. Exactement. Tu as décidé de faire quoi derrière ? Alors j'ai décidé de faire donc une école d'ingénieur. Je n'ai pas encore eu toutes les réponses pour ça, donc je ne vais pas pouvoir me prononcer ici. Mais j'espère quand même pouvoir continuer à aider le RCVA d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour transmettre les connaissances ou que ce soit d'une façon ou d'une autre pour continuer à donner la main Parce que l'année prochaine il y aura des plus jeunes. On espère. À l'intérieur. Et oui, il n'y a jamais de garantie. On sait que c'est comme dans une association. Nous, tous les ans, on reçoit des bénévoles. Cette année, il y a des nouveaux qui sont présents dans notre staff. On est d'ailleurs très content de les accueillir. Et si un jour vous voulez rejoindre l'aventure, on vous y invite. Mais en fait, voilà, vous, c'est à peu près la même chose. Vous montez des associations, des structures. Et puis, des fois, on a le temps de le faire. On commence à aller travailler. Donc, résultat, on apprend aussi d'autres choses au travail. Ces équipes, elles vivent. Même si on entend tous les ans les mêmes noms, à l'intérieur, il y a un renouvellement. Et on s'aperçoit que dans les locaux, la majorité des personnes, ça va. On a eu des mineurs hier sur le plateau. Il y avait une équipe espagnole constituée uniquement de filles qui a réussi à fabriquer un robot et se qualifier. Elle était hier au classement provisoire dans les 80. Elles avaient 16 ans. On a eu en face l'ICAM avec une école d'ingénieurs. C'était leur première participation. Vous en êtes à la 3e. Enfin, voilà, on voit que ça évolue. Et alors, au niveau de la coupe, malgré vos 3 années, cette seconde expérience,
Qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà, c'est un moment vraiment sympathique. C'est un moment où on retrouve justement certains anciens, on en découvre des nouveaux. C'est vraiment un moment d'échange qui est extrêmement sympathique et vraiment convivial. Déjà, rien que pour ça, c'est génial. Outre les aspects robotiques, etc. Ouais. C'est vraiment. Parce que vous avez passé l'année dans votre garage, atelier, chambre d'étudiant ou autre, j'imagine. Et à un moment, vous revoyez la lumière, même si vous avez quand même une vie à côté, je l'espère pour vous. Mais on l'a vu, il y a des gens qui sont quasiment pas sortis des stands et qui avaient des cernes peut-être pires que les miennes ce soir, mais qui passent plus de 48 heures à travailler non-stop sur leur machine, qui s'écroulent d'épuisement sur leur table. Alors ils se réveillent quelques heures plus tard et la première chose à laquelle ils pensent, c'est de refaire du code. Recharger les batteries aussi. C'est assez impressionnant. Vous êtes inusable en fait, parce que vous êtes comme des piles, on a vu. Vous êtes emporté par les matchs. Heureusement que ça dure que 3-4 jours. Heureusement que ça dure que 3-4 jours. Donc en fait, si on décide d'allonger l'événement, qu'on le double, ça sera très éprouvant pour vous. Il faudra une bonne infirmerie, je pense. Ouais. Eh ben, merci en tout cas pour cette participation. Angry Birds, je vous souhaite bon courage puisque l'aventure ne s'arrête pas là pour vous. Demain, il y a les matchs de qualification. D'ailleurs, votre déjà équipe, ce soir, oui, en ce moment. Du coup, on n'a pas le résultat vu qu'on était ici, mais a priori, on a peut-être déjà fait un match de la première série de qualification pour Eurobot. Oui. D'accord, parce qu'en fait, en ce moment, se déroule un tour de qualification de Eurobot sur le parc expo des Ouderies à La Roche-sur-Yon. On accueille le concours de la Coupe de France de robotique, mais également la finale Eurobot, qui regroupe donc toutes ces qualifications françaises. Les deux concours se passent en parallèle et forcément, il y a déjà un match qui est en train de se dérouler. Alors, Angry Birds, d'autres membres de votre équipe sont avec le robot, très certainement sur le plateau télé qu'on peut voir toute la journée. Vous en reveniez parce que c'est vous qui vous occupiez de la machine pour les lancements, on l'a vu cet après-midi. Mais il y a encore des matchs de qualification demain. Il y a 3 matchs, si je ne dis pas bêtises, ou 4. 2 pour les Européens et 4 pour les Français, étant donné qu'on a des matchs de retard. C'est que forcément, le concours français étant prioritaire pour vous, vous ne êtes concentré que sur la partie française. Jusqu'à cet après-midi, on ne connaissait pas les qualifiés au nombre de 3. Mais vous allez devoir rattraper le retard par rapport aux Européens. Et demain matin, vous avez 4 matchs à nouveau. Ça va être encore un gros rythme. Oui. Donc, gros week-end. Gros week-end, Ouais, heureusement que ça dure pas forcément plus longtemps. Je vous souhaite une bonne nuit de repos quand même. Merci. Merci beaucoup. À mon avis, vous allez en avoir besoin. Oui. Bon courage pour demain. Et puis, que le meilleur se passe pour vous. On va retrouver Gaëtan. Gaëtan qui travaillait sur l'avenir de la Coupe et qui va nous présenter une réflexion un petit peu particulière. En attendant, on va revenir un petit peu sur RCVA qui vient d'arriver. Votre machine, on a pu la voir, elle est quand même un petit peu différente de d'autres que j'ai vues. Hier, les Espagnols nous ont montré une machine relativement simple. L'ICAM était en difficulté à l'homologation, j'ai pu voir des robots en Lego, mais vous travaillez avec d'autres matériaux, des choses qu'on ne voit pas partout. J'ai vu des pièces qui brillaient, d'autres en noir mat. Vous pourriez juste me dire ce que c'est que ces matériaux? On a 3 matériaux de base. On utilise du carbone pour la coque extérieure du robot. On utilise de l'alu AU4G pour la structure interne, le squelette du robot. Et un certain nombre de pièces qu'on doit pouvoir usiner assez facilement, on les fait en Delrin. D'accord, parce que toutes les pièces sont faites sur mesure. Ouais. Et vous les réexploitez celles de l'année dernière? Très peu. Il y a parfois quelques éléments qui tombent à peu près juste, mais sinon on refait à peu près toutes les pièces mécaniques du robot. Oui, c'est à peu près 90% du robot qui doit être repensé chaque année. Ouais. Chaque année, les robots se déplacent sur la table, mais ne font pas les mêmes actions. Cette année, c'était des cylindres. L'année dernière, c'était un autre type d'élément. Ça crée des complexités pour vous. Tout à fait. Ce qu'on récupère principalement, ça va être tout ce qui est capteur, tout ce qui est servomoteur, les moteurs aussi d'ailleurs. Une grosse partie de la coque pour tenir les moteurs. Tout ça, c'est des éléments qu'on garde d'une année sur l'autre.
Mais après, voilà, une grosse partie du châssis du robot, on refait entièrement. D'accord. Alors, le carbone, l'aluminium, c'est quand même pas courant. On a vu beaucoup de plastique d'impression 3D. Le carbone, l'alu, ça s'imprime pas en 3D. Non. Donc, vous devez faire autre chose, de l'usinage, je suppose. Tout à fait, ouais. Donc, ça fait quand même un très très gros développement mécanique. Ouais. Et en plus, vous avez l'électronique, qui est votre formation. Tout à fait. Et alors là, on crée entièrement notre propre carte électronique qui permet de contrôler tous les actionneurs et tous les capteurs du robot. Et on le voit hein, sur les images, les robots sont très très propres. Tout est caractérisé, les pièces sont protégées, au cas où peut-être que le robot s'accroche quelque part, parce que ça peut arriver, il y a des phases de test. Donc au début, ça doit pas forcément marcher très très bien, il y a des réglages à faire. On prévoit au cas où il y a un accrochage malencontreux, ça arrive, hein, deux machines peuvent s'éviter, mais à un moment, il suffit qu'un capteur tombe en panne, il faut quand même protéger le reste, mais on ne voit rien. Les machines sont quand même très très bien finies, tout est pensé, là on a une trappe qui s'active, un aspirateur, on pouvait d'ailleurs entendre le bruit hein, sur scène, il y avait beau avoir de l'ambiance. C'est très surprenant ce volume sonore. Tout est dans les pris des turbines quand même suffisamment puissantes pour pouvoir aspirer le plus loin possible dans le cratère, dans les cratères principaux. Ouais, des turbines en fait c'est comme un aspirateur. Tout à fait. Mais un peu boosté, beaucoup plus musclé. Ouais. C'est des pales, des hélices, une hélice qui tourne, alimentée par un moteur. Le moteur qui fait tourner une hélice qui va faire un flux d'air qui permet d'aspirer justement les balles, que ce soit dans les petits cratères ou dans les gros cratères. D'accord. J'imagine pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, je sais que tous les ans, vous publiez des vidéos qui présentent l'explication du robot. Exactement, l'année dernière, on avait publié un démontage complet de nos deux robots suite à la coupe, je crois que c'était juste avant la coupe d'Île-de-France qu'on avait publié cette vidéo. Ou dans les alentours, juste après, je ne sais plus exactement. Dans pas très longtemps. Et potentiellement, pour nos robots de cette année, on espère pouvoir faire la même chose. On espère, pour l'instant, ça n'a rien encore de décidé, mais voilà, on espère pouvoir démonter intégralement nos robots pour présenter chaque élément, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a choisi telle idée. Et on espère même d'ailleurs que d'autres équipes se prêteront au jeu et essayeront de faire une explication, parce que voilà, ça permet de faire du partage, de donner pourquoi on a choisi telle solution technique ou pas. Et voilà, je pense que c'est assez beau de pouvoir avoir ce genre de transmission pour toutes les petites équipes qui, elles, n'ont pas forcément de personnes pour leur enseigner la robotique, qu'est-ce qu'il faut choisir dans telles conditions. Ouais, parce qu'au final, c'est très intéressant. Quand on débute sur le concours ou qu'on veut y aller, on sait pas trop ce que c'est. J'ai vu des robots en Lego. On a tous joué à ça quand on était enfant. Hein. Je pense qu'on en avait tous des petites caisses pour faire des voitures ou autres, et on montait en complexité. Mais quand on veut faire de l'électronique, quand on veut commencer à bouger, faut réfléchir à différentes solutions. Et là, cette notion de partage, elle est vraiment très intéressante. Et cette notion de partage qu'on essaye au RCVA d'avoir depuis assez longtemps, on avait publié une année un compte-rendu complet sur les 10 ans d'expérience qu'avait le RCVA à l'époque, où justement on va parler des notions d'asservissement, des notions d'odométrie, d'un certain nombre de notions qu'il faut forcément pouvoir un petit peu connaître avant de se lancer dans la robotique, et c'est ce avec quoi notamment travaillent les étudiants quand ils arrivent au club de robotique. On leur fait potasser à fond ces cours qui sont d'ailleurs disponibles sur notre site internet. D'accord. Voilà. Et on leur fait travailler ces cours qui leur permettent d'avoir les notions de base pour tous ces éléments. Donc voilà, j'invite toutes les équipes qui sont intéressées d'aller sur le site internet et de pouvoir récupérer ces différents cours. On tape RCVA sur le moteur de recherche préféré. Et puis, c'est le premier site qui tombe, rcva.fr. D'accord, ok, impeccable. Merci pour ces infos. On a accueilli un nouvel invité sur le plateau, Gaëtan. Gaëtan, bonsoir. Tout à fait, bonsoir à tous. Gaëtan, tu es bénévole sur la Coupe de France de robotique. Tout à fait, c'est bien ça. Mais tu t'occupes d'un sujet un peu particulier qui va peut-être d'ailleurs intéresser nos membres de l'équipe RCVA. Alors justement, effectivement, RCVA, on a échangé tout à l'heure, ils m'ont un petit peu dépanné sur une petite chose là, côté questionnaire, et on échangeait effectivement sur ce qu'on appelle la Coupe 3.0. L'objectif, c'était une réflexion qui était, je crois, entreprise depuis 2 ans, c'est ça. Il y avait une première réflexion et on a vraiment repris le dossier à partir de septembre l'année dernière, de façon donc je ne suis pas tout seul, hein, il y a plusieurs bénévoles qui nous ont rejoints,
Aujourd'hui, on est 7 et on se pose la question de comment faire évoluer cette compétition, ce concours, dans d'autres circonstances. Est-ce que c'était que le cahier des charges? Est-ce qu'il fallait revoir complètement le format? Et ce qu'on a proposé dans ce questionnaire, c'est de revoir complètement le format avec les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Planète Science, on travaille sur le thème du cahier des charges d'année en année. Maintenant, on souhaite vraiment ouvrir beaucoup plus et se dire qu'est-ce qu'on pourrait encore innover avec les équipes et en intégrant les futurs bénévoles de demain. Je pense qu'ici, on a des personnes intéressées et intéressantes à découvrir pour l'année prochaine, pourquoi pas, parce que jusqu'à présent, ces 24 éditions là, qui se sont déroulées dernièrement étaient organisées par Planète Science et le règlement qui a eu lieu chaque année était intégralement écrit par Planète Science. Je crois, oui, tout à fait, c'est bien ça. Là, on est en train de mettre en place avec une équipe, je suppose. Tout à fait, ce questionnaire a été fait, tu as raison de relever le sujet. On a travaillé avec des équipes sur ce questionnaire. Ce n'est pas que des bénévoles de Planète Science, ce sont aussi des gens qui sont passionnés autant que nous de ce format, ce concours. Et avec ces équipes, on a pu redéfinir quelles étaient les questions les plus pertinentes à poser aux équipes. Et de là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment l'avis de chaque individu d'une équipe. Ce n'est pas un questionnaire par équipe, c'est vraiment ce que chacun a dans ses tripes, ce qu'il a envie de voir. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir individuellement des réponses, sans pour autant avoir cette cohésion d'équipe, ce qui est très bien, c'est très important, mais on veut vraiment avoir la réponse individuelle. C'est ça qui nous intéresse le plus. D'accord. Parce donc que on fait à la avec fois 1500 participants, voilà. Je pense que ça fait un sacré nombre de données à... Tout à fait à compiler. Heureusement, on a des outils qui sont... je ne peux pas nommer les outils pour des raisons très, très évidentes, mais aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui sont gratuits et accessibles par tous, pour lesquels le questionnaire est administré à distance. Et on a automatiquement les statistiques. Là, je regardais un petit peu avant de rentrer en scène le nombre de gens qui ont pu répondre. Donc aujourd'hui, on a lancé depuis 24 heures ce questionnaire. On a eu 63 participants qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Et on a dans ce questionnaire, on sait exactement qui a répondu de façon à avoir vraiment une donnée précise pour qu'on puisse vraiment se dire, tiens, vers quoi on va tendre? Est-ce que c'est plutôt revoir le règlement? Est-ce que c'est plutôt... Pourquoi pas demain enlever complètement les tables et pourquoi pas avoir des robots qui évoluent sur un terrain au sol avec des cailloux, des galets, du sable. Et j'ai vu, il y a une question qu'on avait posée dans ce sens. Et de mémoire, il y a 53% des gens qui ont répondu, donc sur 63, qui ont souhaité, pourquoi pas, évoluer vers d'une table de jeu à des éléments réels, concrets. Et pour nous, c'était une question... Comme par exemple d'avoir des galets, en fait d'avoir sur un élément de jeu, pas forcément une table, mais différents environnements de jeu, des marches, d'escalier, des galets, des rochers, de façon à ce que le robot puisse monter sur différents éléments de jeu. Ce qui n'est pas simple, attention. Des choses que nous, on a dans notre quotidien, en fait, en tant qu'humain. Exactement. Ça, c'est une question qui a été réfléchie. On a passé beaucoup d'heures avec l'ensemble des bénévoles et des participants à se dire comment est-ce qu'on va préciser les questions de façon à être pertinent. Et derrière ces questions, on souhaite en amener d'autres pour septembre de cette année. Et de là, en fait, je suis en train de voir qu'on a également posé une question sur la verticalité en fait, d'éléments de jeu. Et la verticalité, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille vraiment dans le plan avec la gravité. C'est-à-dire que si je devais définir le plan, on est à plat. Aujourd'hui, les tables de jeu sont à plat. Voilà, c'est une planitude complète. Ce qui nous intéressait de poser dans cette question, c'est de dire, tiens, est-ce qu'on peut peut-être travailler dans le volume? Parce qu'aujourd'hui, on est à plat, mais est-ce qu'on peut gravir, pourquoi pas, proposer au robot de gravir comme une escalade voilà, pourquoi pas? Mais là, on a vu que les anges faisaient 20 km par jour. Oui. Là, ils vont monter combien d'escaliers par jour? Je ne sais pas, en tout cas, il y a eu des réponses, parce qu'on a fait des questions fermées, des oui, des non, des réponses à choix multiples, mais également des réponses ouvertes, de façon à avoir... Encore une fois, la donnée la plus pertinente possible, de façon à pouvoir vraiment proposer. Donc, toute cette statistique, on va la proposer aux différentes équipes. C'est-à-dire qu'on ne se la garde pas que pour nous, on va vraiment la diffuser. Et là, il y a tout de suite cette notion de partage. Toujours cette notion de partage, comme évoqué. Alors, ton prénom, excuse-moi. C'est Géraud. C'est Géraud. Géraud, pardon. Excuse-moi, Géraud. Et, nous proposait tout à l'heure ce partage d'une équipe à l'autre, effectivement, de découper, pourquoi pas le robot. Là, on propose de découper tout le questionnaire et de l'ouvrir complètement et de dire voilà messieurs les participants et mesdames les participantes, voilà ce qui a été répondu. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?
Donc on pourrait avoir peut-être une refonte complète de ce concours, on ne sait pas encore. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de décision. Tout est ouvert. Et résultat, on ne sait pas encore à quoi s'attendre. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est prévu pour 2019, ce changement. Les personnes qui ont travaillé avec moi sur la Coupe 3.0 ont également travaillé sur la Coupe 2018. Et il y a des éléments, donc la présentation se fera demain, si je ne me trompe pas. Et on a pris quelques éléments de la Coupe 3.0 qu'on est en train de diffuser dans la Coupe 2018. Donc sur la 25e édition, pour voir un petit peu si ça prend ou pas. Mais ça reste un thème assez large encore, hein. Tout n'est pas défini, il reste encore un cahier des charges. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut, enfin tous les participants là peuvent encore donner leur opinion, leurs idées, les plus loufoques ou non. Et puis. Et c'est aussi pour ça que je souhaitais avoir les réponses individuelles parce que souvent, et j'ai rien contre les ingénieurs parce que moi-même j'ai ce profil, on a plutôt un tempérament de réalisme et de concret. Or, moi, je veux aussi qu'on puisse partir un petit peu dans l'imaginaire, ce qui pourrait être très intéressant. Et du coup, de là, ça pourrait être pertinent d'avoir vraiment autre chose, vraiment quelque chose un partage, une autre évolution du futur. J'ai eu également des réponses, pourquoi pas associer des robots drones. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de réponses dans ce sens. Donc voilà. Mais encore une fois, on partirait dans les airs. On ferait un mix de plusieurs choses, parce qu'effectivement, où est la limite entre le robot et le drone? Donc au contraire, ça pourrait être pertinent. Donc à voir, je n'ai pas la réponse finale. Merci Gaëtan. Merci à vous en tout cas, merci aux équipes. Qui vous intéresse? Beaucoup, oui. La notion notamment de drone, etc. Enfin, alors après, je parle plus pour moi, je ne parlerai pas au nom de l'équipe à ce niveau-là. C'est ce qui est demandé, a priori. Tout à fait, voilà, c'est exactement ça. Donc pour moi, en effet, les drones et tous ces éléments-là sont des choses qui m'intéressent beaucoup, pouvoir évoluer dans les airs et pouvoir... Voilà, ça rajoute une dimension complète, à mon avis, à ce genre d'événement. Déjà que c'est pas forcément évident de rouler, j'imagine que prendre les airs, ça peut être compliqué, mais on aime bien le challenge. Tout à fait. Les équipes ont toutes été capables de le relever, ou au moins d'essayer de le relever pour certaines qui ont eu des petites pannes. Mais voilà, tout le monde est motivé déjà à remplir ça. Donc on verra. Il y a les équipes ont les informations pour pouvoir accéder à ce chose-là. Tout à fait. L'objectif, c'était que ce soit de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que via un mail, il y a un petit lien et les équipes individuellement cliquent sur le lien et permettent de répondre directement au questionnaire de façon la plus simple possible via smartphone, tablette, PC, voilà, tous les formats. Donc l'objectif étant de rendre ça très simple, comme ce que la Coupe 3.0 Vous avez répondu tout à l'heure, il m'a dit oui, tout à fait. Ah, c'est super. Il a commencé à regarder avec moi. Eh ben, merci en tout cas à vous. Cette journée s'achève. La dernière phase finale vient de terminer. Je crois. Nous allons d'ailleurs vous la diffuser en différé, là, juste à la suite de cette émission, pour que vous puissiez suivre le match de Robot à distance et avoir les derniers scores de nos équipes européennes et d'un petit peu plus loin. Je vous invite à suivre toute l'actualité de la Coupe de France de robotique sur le site coupe-de-robotique.fr, mais également sur notre Facebook et notre Twitter. Enfin, vous pouvez follower, liker, taguer. Le hashtag de la coupe, c'est hashtag CDR 2017 et hashtag Moon Village. Demain, on se retrouve pour les matchs de qualification de robots dès le matin. Les horaires sur notre site web coupe-de-robotique.fr et l'après-midi pour les finales de la finale Eurobot. Les finales de la finale, tout à fait. En attendant, passez une bonne soirée, reposez-vous bien pour vous les participants et encore merci à vous. Bonne soirée, au revoir. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci.